Donc, bonjour à tous. Merci de participer à ce 25e du coup Café Génial, malgré la période un petit peu compliquée et un peu, je pense, très très chargée pour beaucoup. Donc aujourd'hui, on est là pour un Café Génial sur les sciences participatives. Donc, quel apport des sciences participatives dans la gestion de mon espace naturel et la sensibilisation? Donc le format est un petit peu différent de d'habitude, puisqu'effectivement, normalement, c'est les gestionnaires qui parlent aux gestionnaires et c'est des retours d'expérience, en direct. Là, aujourd'hui, les 2 personnes, qui interviennent, sont 2 structures qui ne sont pas gestionnaires d'espaces naturels, mais qui travaillent avec des gestionnaires. Donc, Audrey Tocco, alors Manon Villa ne pourra, tu m'avais averti, hein, mais j'ai oublié de l'enlever effectivement de la slide. Audrey Tocco qui est responsable de projet chez Tela Botanica, nous parlera des sciences participatives et des aires protégées, donc une mise en application avec l'Observatoire des saisons. Et Esther Emmanueli, du CPIE du bassin de Thau, nous fera un retour nous présentera le programme Sentinelle de la mer en Occitanie. Donc, comme d'habitude, et surtout aujourd'hui où on est peu nombreux, je vous invite à garder votre caméra allumée pour plus de convivialité. N'hésitez pas à lever la main pour poser des questions et interagir. La première intervention sera celle d'Audrey. Elle sera suivie d'un petit moment, donc une quinzaine de minutes d'échange, questions sur le sujet. Et ensuite, la présentation d'Esther, pareil, qui sera suivie d'un moment d'échange. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran qui sera du coup rapide et que vous nous disiez en même temps rapidement donc nom, prénom, structure et pourquoi ce sujet-là vous intéresse par rapport à vos activités dans vos structures. Donc, je vais faire passer peut-être la parole et David, je te laisse commencer. Allez, bonjour à tous. David Gomis, je suis chargé de mission biodiversité et culture scientifique à la métropole de Montpellier. Pourquoi suivre ce webinaire? C'est Culture G pour moi. Mais surtout parce qu'on lance notre atlas de la biodiversité métropolitaine et que les sciences participatives sont importantes pour générer de la donnée, mais surtout pour impliquer les citoyens et engager tout le monde. Donc toutes les expériences sont bonnes à prendre. Merci David. Martin? Ah, on ne t'entend pas, Martin. Et ton micro n'est pas coupé, effectivement. Ah si, toujours pas. Il y a un petit couac. Je te laisse résoudre. Je vais passer la parole à Sylvain, qui vient d'arriver. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Super. Du coup, moi je travaille sur le plan de gestion de la RNR du Pibest à Oyette et du coup je suis là aujourd'hui, ça m'intéressait, comme on est en train de rédiger le plan de gestion et qu'on va bientôt attaquer le plan d'action, je venais un peu par curiosité voir un peu ce qui se faisait parce que ça pourrait peut-être être une action pour le futur plan de gestion, sachant qu'il y avait un peu une volonté aussi de développer ce type d'action, donc voilà, c'est pour prendre des idées en fait. Ok, super. Merci Sylvain. Martin, est-ce que ça va mieux? Vous m'entendez là maintenant? Super. Ok, super. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis animateur Nature 2000 principalement en Lozère sur plusieurs sites et je fais d'autres petites prestations environnementales dans une association. Moi j'essaye à mon échelle de créer de l'intérêt vers certaines thématiques que j'ai sur mon site Nature 2000 via de la pseudo-science participative, notamment sur les lucans cerfs-volants. Mais voilà, je manque un peu d'expérience de retour à ce niveau-là et je suis assez curieux de savoir comment faire en sorte que ça marche. Et voilà, enfin, je vois plus la science participative comme un outil pour sensibiliser les gens. Voilà, donc voilà. Et j'ai aussi créé un, je sais plus comment s'appelle l'application avec Tela Botanica. J'avais créé un petit chemin. Smartfloor, vous avez coupé votre micro, on n'entend plus. Voilà. Bref, donc oui, j'avais fait un chemin Smartfloor pour voir si ça marchait un petit peu. J'ai pas trop de retour dessus, mais voilà, je suis curieux de ce genre d'outils en général.
Merci. Alors, il y avait Clara qui était avec nous tout à l'heure, mais qui apparemment n'est plus là. Peut-être qu'elle va nous rejoindre. Esther, je te laisse te présenter. Et puis ensuite, du coup, Audrey, tu te présenteras en début de présentation. Oui, bonjour à tous. Du coup, Esther Emmanuel, moi je suis responsable du pôle mer et littoral au CPIE Bassin de Thau. Je reviendrai rapidement dessus tout à l'heure. Merci Esther. Et pour ma part, du coup, je suis Audrey Tocco, je suis responsable opérationnelle des projets de l'association Tela Botanica. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur les sciences participatives, ensuite sur plus les aspects formation et en ligne, comme les MOOC, que vous connaissez peut-être avec le MOOC botanique de Tela Botanica. Et maintenant, je suis un peu en responsabilité de l'ensemble des projets, donc je suis un peu touche à tout, voilà, dans la structure. Multicompétences. Voilà. Est-ce que Julie, tu veux que je partage mon écran, peut-être? Oui, je te laisse le Ouais. partager, du coup, ce sera plus simple. On a testé, D'accord. ça a l'air de fonctionner. Ok. Alors, c'est Ça a l'air de parti. plus maîtriser que moi, d'ailleurs. C'est l'outil qu'on utilise Zoom, chez nous aussi. Alors, la fenêtre. Génial. Voilà. Je le mets en diaporama. Normalement, vous devrez le voir en plein écran. Super. Ok, parfait. Donc, bah, merci, Julie et aussi Sophie pour votre invitation à ce café génial. Donc, bah, vous nous avez sollicité Tela Botanica, mais aussi le CPE du Bassin de Thau pour vous parler un peu des programmes de sciences participatives, le rapport pour les gestionnaires et comment ça s'applique aux aires protégées. Du coup, j'ai choisi de vous faire un focus plus sur l'Observatoire des saisons. Pour plusieurs raisons, parce que ce programme a été dans un premier temps intégré à un projet LIFE, le projet LIFE Nature Adapt, qui vise en fait à accompagner, qui est piloté par Réserve naturelle de France et dont on a participé fortement, et qui vise à accompagner les gestionnaires dans leur pratique de gestion pour qu'ils puissent les adapter au changement climatique. Et l'Observatoire des saisons en a fait partie, est un programme qui en a fait partie. Donc l'idée, c'est de vous présenter dans un premier temps les sciences participatives, qu'est-ce que c'est, revenir un peu sur la définition de tout ça, quelques programmes de sciences participatives et les protocoles, et le protocole en particulier qu'on va creuser, celui de l'Observatoire des saisons. Et puis comment, en fait, c'est important quand on parle de programme de sciences participatives de parler aussi de données, comment c'est géré et à quoi ça sert. Parce qu'en fait, les personnes qui participent à ces programmes-là, c'est ce qu'ils ont aussi envie de savoir. C'est à quoi va servir concrètement leur contribution. Puis on aura un rapide retour d'expérience complémentaire de celui du CPE Bassin de Thau par rapport à des acteurs avec qui on travaille aussi sur le territoire régional et qui ont, et pas que, et qui relaient eux aussi le programme Observatoire de saison, mais pas seulement, aussi d'autres programmes de sciences participatives, on verra plus tard. Donc déjà un programme donc de sciences participatives, il y a eu une définition officielle de l'INRA qui a été publiée il y a quelque temps maintenant et qui dit que les sciences participatives, c'est une forme de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. Alors ça, c'est la définition générale. Et dans la pratique, comment ça se passe? Du coup, tous les programmes, en tout cas, que Tela Botanica, sur lesquels on a travaillé jusqu'à maintenant. Donc, Tela Botanica, j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment l'essence de l'association. Ça, les séances participatives, c'est un peu sur ça que se base aussi l'association. C'est créé depuis les années 2000, donc en 99, en décembre 99 très exactement, donc association de 1901. Et en fait, depuis ses débuts, on a été justement sur du collaboratif, sur la participation de tous, et les programmes de sciences participatives s'ancrent totalement là-dedans. Et jusqu'à maintenant, quand on a monté un programme de sciences participatives, c'était toujours avec un chercheur référent. Et donc, du coup, un chercheur qui a une hypothèse scientifique et la nécessité d'obtenir de nombreuses données pour la valider. Donc, voilà, le petit chercheur qu'on voit avec ses lunettes et son ampoule idée. Et en fait, il fait appel à une association comme Tela Botanica pour encourager la participation citoyenne à la collecte de données pour répondre à son hypothèse. Et donc, du coup, nous, on est là pour mettre en place tous les outils qui permettent la participation citoyenne et l'alimentation, on va dire, d'une base de données qui va lui servir pour ensuite analyser les données
Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que toutes ces données qui servent aux chercheurs et qui lui permettent d'avoir des résultats plus ou moins immédiatement, parce que certains programmes demandent à ce qu'on ait plus de données sur beaucoup de temps, on le verra tout à l'heure avec l'Observatoire des saisons, et c'est pas possible d'avoir des résultats scientifiques tout de suite, mais en tout cas, on essaye au maximum, nous, de rendre compte aux participants de l'utilité de leurs données et de vulgariser les résultats scientifiques qui en découlent. Alors, je voulais indiquer là, on pourrait aussi se dire que le citoyen est appliqué à d'autres niveaux, aussi dans la partie recherche, pour qu'il puisse analyser lui-même les données. Et ça, en fait, c'est dans le domaine des sciences participatives, c'est toute une discussion du fait de ne pas considérer l'observateur, le citoyen, comme juste un pouvoir de données, mais aussi de l'intégrer dans la réflexion de recherche du programme. Donc ça, c'est quelque chose vers lequel on essaie de tendre de plus en plus. Alors, sciences participatives, il y a différentes terminologies, sciences participatives, sciences citoyennes, recherche participative, on parle aussi de crowdsourcing. En tout cas, voilà, toutes ces terminologies-là se relient par rapport au fait que, voilà, on appelle le citoyen à participer à des programmes de recherche ou des programmes scientifiques. Et dans le domaine juste de la biodiversité, on peut en compter plus de 121 programmes. Donc, je vous laisse imaginer dans le domaine médical, dans le domaine de l'alimentation, etc. Il y a beaucoup plus de programmes qui existent et qui sont de l'ordre des sciences participatives. Alors là, je vous les ai mis un petit échantillon, mais juste de programmes qui sont liés à la flore spécifiquement ou au végétal. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans le détail et vous les présenter tous parce qu'on n'aura pas le temps ce matin. Mais voilà, l'Observatoire des messicoles, donc, il y a une description à chaque fois, le mode d'emploi, l'intérêt, l'objectif, le contact, le lien, etc. pour que vous puissiez voir un peu en quoi ça consiste. Mais rapidement, donc l'Observatoire des messicoles, c'est un observatoire qui vise à recenser les plantes qui accompagnent les moissons, d'où leur nom, les messicoles. Donc, c'est toutes les plantes accompagnatrices des cultures et qui sont inféodées à ce milieu-là, le milieu cultivé, et qui sont dans la liste du plan national d'action en faveur des messicoles. Donc, l'Observatoire des messicoles s'intègre dans ce PNA. Donc voilà, donc l'idée c'est de recenser ces messicoles pour mieux comprendre leur répartition et puis sensibiliser le plus grand nombre à leur préservation, vu que c'est des plantes qui sont en voie de disparition. Ensuite, on a Mission Flore, pardon, qui est un panel de plusieurs missions et plusieurs observatoires et qui vise en fait à inventorier sur un territoire donné des espèces ou un lot d'espèces qui sont à enjeux écologiques ou patrimoniaux. Et donc, on monte en règle générale ces missions flore avec des acteurs locaux dans le cadre, par exemple, d'ABC. On a l'exemple du syndicat mixte de la Camargue gardoise qui a développé avec nous une mission flore sur 11 espèces ciblées. Et puis, il y en a bien d'autres qu'on peut retrouver sur le site de Mission Flore. Puis, on a aussi le Sauvage de Maru. Donc, peut-être que celui-ci, vous connaissez un peu plus. Il est un peu plus connu. C'est un programme qui vise à inviter les citoyens à inventorier les plantes sauvages qu'ils trouvent sur leur trottoir, voilà, dans la rue, en ville. Donc, ça peut être en milieu très urbanisé comme en milieu rural. Et donc, du coup, l'idée, c'est de sensibiliser à la flore sauvage urbaine, d'alimenter une base de données qui permet de faire avancer la recherche en écologie urbaine. Et puis, c'est aussi un moyen de collaborer avec des collectivités, des chercheurs, des habitants, des associations locales, etc. Puis on a l'Ikengo. Alors ça, c'est pas nous qui l'animons directement. Ça, c'est contrairement aux 3 précédents, c'est Sorbonne Université, mais on est partenaire sur ce projet. Et donc là, l'objet, c'est de suivre les lichens sur les troncs d'arbres en ville pour mieux comprendre ces organismes, mais aussi pour considérer en fait le lichen comme un indicateur en fait de la qualité de l'air en ville. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de construire une connaissance globale et partagée sur l'environnement urbain. Et voilà, comme dit, c'est Sorbonne Université qui anime ce programme. Donc, vous avez leur contact en bas et aussi le lien vers le programme. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va se concentrer plus particulièrement sur l'Observatoire des saisons. L'Observatoire des saisons, je vais vous le présenter. C'est un programme qui invite le plus grand nombre à observer la phénologie du vivant. Donc là, on n'est pas que sur la flore, on est aussi sur la faune. Et puis là, son petit frère ou son grand frère, je ne sais pas trop dans quel sens le dire, mais en tout cas, il a son pendant. C'est-à-dire que l'Observatoire des saisons est un protocole qui s'adapte en fait au milieu, à la plaine, donc sous les 200 mètres d'altitude.
Et le phénoclim, lui, c'est le protocole à choisir quand on est au-dessus de 200 mètres d'altitude, entre 200 à 2200 mètres d'altitude en zone de montagne. Donc, l'Observatoire des saisons, c'est Tela Botanica qui l'anime. C'est un programme qui a été cofondé par le CNRS et Tela Botanica. Il est financé par l'OFB, par le ministère de la Transition écologique. Et il fait partie d'un réseau national d'observatoires de la phénologie qui est porté par l'INRA et le CNRS et qui regroupe plusieurs observatoires phénologiques et qui a d'ailleurs eu, il y a pas très longtemps, je crois que c'était pas plus tard que lundi, un prix, une remise de prix du ministère de l'Enseignement et de la Recherche par rapport à un prix sur les sciences participatives. Donc voilà, on est assez contents. Et puis Phénoclim, lui, par contre, c'est un programme qui est animé par le CREA Mont-Blanc, qui fait aussi partie de Tempo et qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Haute-Savoie, le département, puis le ministère aussi de la Transition écologique. Voilà pour les deux programmes. Donc, on va se concentrer plus particulièrement sur l'Observatoire des saisons, donc vous voyez les deux personnes un peu référentes sur ce programme. Donc, Isabelle Schwinn, qui est la référente chercheuse voilà, du programme et qui travaille pour le CNRS, et puis Aurélie Froger, qui est l'animatrice de ce programme pour Tela Botanica. Donc, c'est un programme scientifique et aussi un programme pédagogique qui permet justement de sensibiliser sur la phénologie, l'impact du changement climatique sur la nature. Donc, ça a été initié par un groupe de recherche du CNRS. Donc, à l'époque, c'était le GDR avec le numéro et les lettres que vous voyez ensuite. Et le but, c'était de répondre à une problématique, c'est-à-dire comment mesurer l'impact du changement climatique sur la faune et la flore. Donc, ça, c'était la question de base. Et donc, du coup, comment en aidant la communauté scientifique à récolter des données, c'est le principe des sciences participatives que je vous ai présenté tout à l'heure, à l'aide d'un protocole accessible à tous et de se reposer sur le principe du big data. Donc, un programme ouvert à tous les citoyens sur la base du volontariat. Et donc, l'idée, c'est de les inviter à observer la phénologie des végétaux et des animaux. Donc, c'est vrai qu'on a un focus végétal parce que du coup, c'est Tela Botanica qui anime et c'est un peu le cœur de notre association. Et du coup, on propose une liste d'espèces à observer. Et le protocole est assez simple. En fait, il n'y a pas besoin de prérequis ni de matériel spécifique. En fait, il faut choisir une zone d'étude, choisir les espèces qu'on veut observer, avoir toujours sur la zone d'étude, ça peut être par exemple un arbre, hein. Enfin, ça peut être un individu qu'on va observer d'une année à l'autre. Et l'observation, c'est de noter les dates auxquelles apparaissent certains événements phénologiques, donc les 4 stades phénologiques en règle générale, et de saisir ensuite les données en ligne sur le site de l'Observatoire des saisons. Donc, par rapport aux végétaux, par exemple, les 4 stades qu'on va retrouver, c'est la feuillaison, la floraison, la maturation des fruits et puis la sénescence. Et il y a 2 informations à saisir, c'est le stade, pour chacun de ces 4 stades, à quel avancement du stade on en est, et il faut indiquer quand c'est à 10% à 50%. Donc, ça, c'est le protocole. Et pour accompagner tout ça, on a un site avec pas mal de ressources. Donc, le site a été refondé en 2020, hein, donc il est tout frais. Enfin, il est assez frais maintenant. Il y a déjà 3 ans, on dirait, mais voilà, il a été repensé pour faciliter la participation. Tout le protocole que je vous ai rapidement détaillé là est bien détaillé en ligne. Il y a des fiches aussi phénologiques et des calendriers, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir en bas, là, vous avez par exemple un calendrier. Alors, je n'ai pas mis pour quelle espèce c'est, mais on voit par exemple pour les 4 stades qu'on voyait précédemment, pour quand est-ce que ce stade-là pourrait apparaître dans l'année pour que les gens soient vigilants à observer ces espèces-là, particulièrement pendant cette période de l'année. Donc, on a ces calendriers-là, on a les fiches que vous voyez sur la droite avec les différents stades phénologiques, à quoi ça ressemble par espèce, ces stades phénologiques, et à quoi ça ressemble aussi en termes de stade d'avancement de ces stades phénologiques. Donc, on a aussi un bouquin qui est sorti, qui est édité par Biotope Édition et qui permet aussi d'avoir plus d'informations sur les espèces en question et plus que celles qui sont encore dans le protocole de l'Observatoire des saisons. Voilà. Et puis ensuite, ce qui est très, très important, et c'est là où le rôle des gestionnaires, mais aussi des associations, des collectivités, etc., est important, c'est d'avoir des
des structures, en fait, finalement, qui vont porter ce programme-là localement et qui vont être implantées sur le territoire pour sensibiliser le grand public et être proche, en fait, des contributeurs. Donc, en fait, nous, notre rôle, enfin, au côté Tela Botanica, c'est d'accompagner, en fait, ces structures-là avec tous les outils qu'on peut apporter. Donc, on conçoit des outils pour faciliter la prise en main au maximum de toutes ces structures. Et vous pouvez voir la carte de répartition ici des différents relais qu'on peut retrouver sur l'Observatoire des saisons. On a une spécificité, hein, c'est qu'on a aussi deux déclinaisons, une déclinaison en Provence et une déclinaison en Occitanie. Alors, quelle est la différence? En fait, il y a des relais très ponctuels qu'on peut voir sur le nord de la France, par exemple. C'est des structures qui vont relayer le programme national. Et ensuite, quand on parle de déclinaison, c'est quand, en fait, à l'échelle d'une région ou d'un département, il y a une logique territoriale avec un référent scientifique en plus qui va analyser et qui va être le référent scientifique à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est le cas en Occitanie et en Provence. Donc voilà. Et donc, notre rôle, c'est aussi de former les relais et de proposer des kits et des ressources pour pouvoir faciliter tout ça. Donc, sur l'Observatoire des saisons, il y a déjà un kit en ligne de formation que vous pouvez suivre et qui est ouvert. C'est sur la plateforme Tela Formation. Donc, c'est le lien, je l'ai pas noté, c'est mooc.tela-botanica.org. Et sur cette plateforme, vous allez retrouver ce kit qui s'appelle Observatoire des saisons, le kit de formation des relais. Et ce kit-là vous forme vraiment à devenir relais de l'Observatoire des saisons. Et après, si voilà, en plus de ça, il y a des besoins d'une formation ou d'une mise en pratique complémentaire sur le terrain, on peut aussi se déplacer. Voilà. Après, ça dépend des moyens qu'on a, etc. Mais c'est aussi une possibilité. Voilà. En complément, on a aussi le MOOC Nature Adapt. Donc, c'était une formation en ligne sur la plateforme de la formation aussi, dont les vidéos sont disponibles, qui peuvent être aussi un support pédagogique, mais aussi un support de formation pour les gestionnaires, et qui permet de se former sur le changement climatique, l'impact sur la nature et aussi les moyens d'action pour agir en faveur de la nature face au changement climatique. Voilà pour la partie présentation du programme. Et ensuite, je voulais vous faire un rapide brossage, on va dire, du parcours de la donnée une fois qu'on a saisi ces données à travers un protocole. Les questions, c'est après. Hein. On s'était dit après, je crois. Ça dépend, on peut faire une petite pause et en prendre maintenant Ouais, s'il y a des interrogations ou des remarques. C'est possible déjà à ce stade, parce que c'est vrai que c'est un gros morceau là qu'on vient de passer. Si vous avez des questions. Apparemment, je vois personne se manifester. Si, David? Oui, est-ce que vous avez une idée, enfin, ou des stats de participation et d'évolution de la participation depuis la création des plateformes? Oui, je l'ai pas là sur la présentation, mais on a en tout cas le nombre d'observations et le nombre d'observateurs que chaque année, qu'on a chaque année. Le nombre d'observations qu'on a par année et le nombre d'observations cumulées, forcément, pas sur toutes les années réunies, et pareil pour les observateurs. C'est un peu nos indicateurs phares. Après, c'est souvent remis en question, ça aussi, de prendre ça seulement en termes d'indicateurs, parce qu'en fait, un programme de sciences participatives, c'est pas qu'un programme qui permet d'avoir de la donnée, même si c'est un objet central, mais c'est aussi des outils de sensibilisation sur les thématiques que traitent ces programmes de sciences participatives. Donc, des fois, il y a des programmes, c'est pas le cas de l'Observatoire des saisons, on a pas mal de données, je crois que je vous ai mis un chiffre à ce sujet-là tout à l'heure, mais il y a pas mal de programmes qui ne collectent pas beaucoup de données finalement, mais qui sont de forts outils de sensibilisation du grand public. En fait, ma question était sur la tendance, c'est-à-dire que Mhm. j'ai l'impression qu'on lance au fait ces outils-là, qu'on en fait la promotion initiale, que finalement sur les démarches qui veulent s'inscrire à moyen long terme, en fait, Mhm. sur l'utilisation, sur le fait que ça rentre dans l'esprit des gens, qu'on maintienne en fait Mhm. la pression de communication. En fait, quand on est accompagné par de la com ou par des relais médias, ben, il y a un effet initial Ouais. pendant quelques temps, mais après ça s'étiole et puis on a plutôt l'impression que les citoyens finissent par choisir leurs propres outils, ça c'est normal, comme pour tout.
euh, et les outils qui leur vont bien, mais qu'il n'y a pas forcément on ne crée pas une habitude de participation. Enfin, j'ai plutôt ce retour-là. Donc, en Mm, fait, est-ce qu'il y a des démarches, quelle est la tendance générale sur vos différents observatoires et même vos différents outils mm. chez vous, parce que vous en animez, vous en créez quand même pas mal en dehors de l'observatoire. Et comment est-ce que justement bah, vous maintenez ça dans le temps? C'était Mm. plutôt la tendance. Y a, bah, deux choses. Un programme de sciences participatives, faut créer de l'intérêt. Donc, il y a différents types d'intérêt pour un citoyen. C'est de se former sur un objet donné. Donc là, en l'occurrence, sur la phénologie, mais après sur l'observation, enfin sur la botanique de plus globalement de notre côté, mais ça peut être aussi sur la reconnaissance de certains groupes ou certaines espèces. Donc la formation. Ensuite, il faut potentiellement enfin, si ça peut rendre un service aux citoyens, c'est encore mieux. Là, pour le coup, je vais vous donner l'exemple de PlanteNet. C'est une application mobile. Vous prenez en photo une plante, ça vous dit le nom de la plante. Super. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais du coup, ça rend un service énorme aux personnes. Et derrière, l'application, elle est maligne. C'est-à-dire que derrière, c'est un programme de sciences participatives. C'est-à-dire qu'une personne qui prend en photo une plante et qui, en plus de ça, en capacité d'un peu de juger si le nom de la plante donnée par l'application est bonne ou pas, ça alimente aussi une base de données qui s'auto-enrichit, en fait. Et ça sert, c'est des données qui sont après disponibles pour la recherche aussi. Donc voilà, et ça, c'est une forme de science participative un peu cachée, mais qui est présentée par un service en premier. Et puis après, pour l'ingrédient secret aussi, c'est donc pas voilà, déjà bien comprendre le besoin du citoyen par rapport à son objet, mais c'est aussi de bien structurer son programme. Et ce que je viens de vous montrer par rapport aux relais locaux, c'est hyper important parce qu'une structure qui va porter, par exemple, projet national ou alors sur un territoire qui est assez grand, elle peut pas tout faire, en fait. Et c'est clair que pour des programmes qui n'ont pas des liens avec un service comme PlanteNet, par exemple, ça demande de l'animation derrière, plus fort. Et du coup, voilà, une présence, en fait, sur le territoire. Donc avec des sorties de terrain organisées, de la communication renforcée, et cetera. Et des structures qui sont prêtes peut-être à porter ça aussi, de leur côté. Donc pour pouvoir faire ça, c'est de développer des outils pédagogiques, des outils pour que tout le monde puisse prendre en main, le protocole, le programme et pour pouvoir le relayer localement. Est-ce que ça répond, David, Oui, enfin, je pense rapport? qu'on s'en rend compte à peu près Mmh. tous, mais bah, comme vous l'avez dit, il faut un intérêt initial pour le citoyen qui y trouve bah, sa part, en fait. Ouais. C'est important de maintenir ça. Après, c'est un enjeu et pour les collectivités, et pour des réseaux comme l'ARB qui montent des observatoires, c'est-à-dire que ça reste des outils et de production de données et d'engagement citoyen. Donc, je pense que Mmh. c'est plutôt effectivement le travail en réseau et comme vous l'avez dit, de localiser, de le régionaliser pour pouvoir le Mmh faire. mh. Mais voilà, je pense qu'il faut encore plus de liens bah, entre toutes ces initiatives pour que les gens s'en sortent. Et tout à l'heure, quand vous avez évoqué le nombre Mmh. de programmes autour de la biodiversité, il y avait un logo sur Pays de Loire, mais j'ai pas fait le lien avec Open. Attendez, c'est celle-ci? Ah oui, C'est pardon. ça. Je suis pas sûre que Pays de Loire, ce soit important. En fait, je sais pas. Ouais, Mais parce que du coup, j'ai recherché, je me suis dit, tiens, ils ont un truc, c'est pas open, c'est un collectif. en fait, c'est le collectif national, donc c'est pas local, c'est la déclinaison, c'est pas le bon logo, je pense, mais c'est des collectifs nationaux sciences participatives et biodiversité qui Mhm. est à l'origine, qui existait avant Open et qui est à l'origine de Open avec Ok. le soutien du Muséum national d'histoire naturelle qui a financé à travers un projet plus global la plateforme Open. Mais en fait, ce collectif existait avant et c'est lui qui recensait et qui recense encore maintenant en fait, tous les programmes dans le domaine de la biodiversité et qui, aussi, complète un indicateur, en fait, de participation sur les programmes de sciences participatives dans le domaine de biodiversité à l'échelle nationale. Ok, je connaissais pas. Mais ce qui veut dire que sur Open, on retrouve tout ce qui est référencé par le collectif. Oui, Ok. tout à fait. Audrey, Open, c'est la plateforme. Le collectif, c'est celui qui travaille sur ça. Mmh. excusez-moi, Ok. je vous coupe par rapport aux discussions un petit peu générales qui sont très intéressantes, mais parce qu'en fait, Esther doit nous faire une présentation et doit nous quitter à 10h15.
Oui, ok. Donc, je vous propose qu'on poursuive et du coup, on pourra reprendre ces discussions un petit peu en fin de café ensuite. Très bien. Voilà, désolée de vous couper, mais Pas de souci. Ah bah, je vais merci. enchaîner du coup sur le parcours de la donnée. Donc, à partir du moment où une personne saisit sa donnée, bah, les données sont visualisables sur peu importe le programme, hein, sur lequel, enfin, que je vous ai présenté tout à l'heure. Les données sont directement visualisables, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas sur une validation des données a priori, c'est plutôt a posteriori. C'est-à-dire que tout est publié tout de suite. Et en fait, après, c'est le collectif qui va vérifier si les données sont bonnes. On va le voir tout à l'heure rapidement. Donc voilà, on peut consulter sa donnée dès qu'on l'a envoyée sur des cartographies, la cartographie des stations du programme. Les données peuvent ensuite être analysées par le chercheur, mais aussi par les observateurs, parce qu'en fait, on a finalement des cartes qui permettent en fait de visualiser les données par année, par espèce, par statut géologique, etc. On va le voir après par des illustrations. Et ensuite, les données peuvent être utilisées par les chercheurs. Ils peuvent télécharger en fait les données librement, tout comme les citoyens aussi, et les analyser dans le cadre de leur recherche. Et ensuite, ils vont émettre des résultats scientifiques que nous, on va essayer de vulgariser le plus possible dès qu'on en a, à travers aussi les newsletters qu'on diffuse auprès des observateurs. Donc, toutes les données qu'on collecte sont toutes en licence libre, en licence CC by SA. Donc, ça permet l'utilisation, la modification libre. La seule chose que ça oblige, c'est que chaque production, modification, etc., rediffusion du support ou des données ait la même licence. Ça empêche la privatisation des données, en fait. C'est la seule chose qui est vraiment imposée à travers cette licence. C'est aussi le fait de citer les auteurs. Les bases de données d'ODS et de Phénoclim ont aussi vocation à être reversées et rediffusées dans le portail Tempo. Donc, Tempo, ce que je vous ai dit avant, c'était un groupement d'observatoires sur la phénologie. Donc, ils ont aussi leur base de données, ils centralisent tout. C'est aussi centralisé dans la base de données Tela Botanica qui s'appelle Floradata, où on a vraiment toutes nos données flore. Et il faut savoir que peu importe où c'est versé, on fait toujours le lien avec le SINP, donc le système d'information sur la nature et le paysage, à l'échelle nationale. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire que toutes les données, donc voilà, l'Observatoire des saisons rentrent dans Floradata aussi. Et en fait, on a un peu le même parcours de la donnée via Floradata pour toute donnée qui est déversée dessus. Il faut juste savoir que du coup, ça profite aussi, enfin, l'Observatoire des saisons profite aussi du système de Floradata qui apporte des choses en plus. En fait, on a aussi lié à la base de données une plateforme d'identification collaborative. Donc, il y a PlanteNet qu'on a parlé tout à l'heure, mais là, c'est une plateforme de gens, de botanistes amateurs et professionnels qui se retrouvent pour voir les photos qui ont été envoyées via les différents programmes de sciences participatives, entre autres, et qui vont dire si les déterminations, les identifications sont bonnes ou pas sur la base des photos. On a la même chose par rapport aux photos pour les qualifier, pour dire si c'est un tronc d'arbre, c'est une feuille, etc. Ça permet de trier la base de données et l'optimiser. Et puis, on a aussi d'autres cartographies, d'autres outils qui sont liés à cette base de données. Et les données sont utilisées de Floradata pour d'autres programmes comme eFlore, l'encyclopédie de la botanique de Tela, SmartFlore qu'on a cité tout à l'heure pour faire des sentiers botaniques, The Plant Game, qui est un outil d'entraînement de reconnaissance des plantes. Donc, comment limiter les erreurs dans tout ça? Parce que c'est souvent la question qu'on a. Le grand public, ce n'est pas des botanistes confirmés, etc. forcément. Peut-être qu'ils peuvent faire des erreurs, sur la phénologie aussi. Donc voilà, on a cette plateforme Identiplante qui permet de valider a posteriori les données. Donc la plateforme d'identification collaborative. On a aussi sur la partie ODS un contrôle en amont de la saisie, c'est-à-dire qu'il y a un message qui s'affiche si la saisie de l'observation de l'utilisateur est suspecte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été dans la distribution des observations enregistrées depuis 12 ans pour un stade et pour une espèce donnée. Donc ça, c'est spécifique à l'Observatoire des saisons. Et après, il y a un accompagnement continu des participants en termes de formation, de mobilisation des relais qui favorise tout ça. Et en termes de données sur la faune et la flore confondues, on a 24 500 observations, enfin données qui ont été données transmises. Voilà. Alors, bon, ça, je vais le passer, mais c'est un schéma qui vous montre un peu comment fonctionne en fait tout ce parcours de la donnée, mais on l'a déjà un peu évoqué avant. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un nouveau dispositif, on va dire un nouveau groupe de travail qui a été créé de vérificateurs de données en plus de la plateforme Identiplante, où là, c'est vraiment un groupe de travail qu'on coordonne
qui contribuait à Identiplante, mais qui renforce en fait la vérification des données. Pardon. Oups. Voilà. Alors, juste pour vous montrer à quoi ressemblent les outils de visualisation des données pour l'Observatoire des saisons, ça, par exemple, c'est la carte, et on voit avec en haut les différentes modalités d'affichage. C'est la carte par espèce. Donc, on voit en fait, pour par exemple ici le lilas, sur l'année 2022, toutes les observations qui ont été faites pour cette espèce-là spécifiquement. Tout événement phénologique confondu. Ensuite, on a la même chose par année. Là, on a toutes les espèces du programme, mais toutes les observations qu'on a reçues sur l'année 2022. Tout stade phénologique confondu. Là, on a un graphique qui représente pour une espèce donnée, vous connaissez peut-être les boîtes à moustaches, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça montre la phénologie du lilas sur l'année 2022. Et ça montre en fait quand est-ce que les stades de la feuillaison, par exemple, de la floraison, de la sénescence, ont été observés pour cette espèce. Là, on va avoir aussi l'évolution des stades par année sur toute la vie du programme de l'Observatoire des saisons pour une espèce donnée, là, en l'occurrence le marronnier. Voilà, c'est des outils en fait de visualisation qui sont un peu déjà des outils d'analyse des données et que tout le monde peut avoir accès à ça sur le site de l'Observatoire des saisons. Et puis, je vous partage aussi, et puis c'est un projet aussi qu'on a en vue, c'est déjà un premier TP, donc un travail pratique qui a été fait lors d'un événement par Isabelle Chouine pour encourager les citoyens à analyser les données sur leur territoire. Et puis, on essaye aussi de développer des outils d'analyse citoyenne des données pour que le citoyen devienne aussi chercheur, en plus des outils qu'on propose et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, au niveau des retours d'expérience, on a par exemple la réserve naturelle de Ramiel du Val-du-Drône qui utilisait PlanteNet à l'époque. Alors, je ne sais pas, parce que je n'ai pas réussi à les recontacter depuis pour notre présentation aujourd'hui, mais en tout cas, ils utilisaient cette application mobile pour collecter en fait des données sur leur réserve, mais aussi surtout pour permettre en fait aux gestionnaires, aux animateurs, etc. de leur terrain, qui ne sont pas forcément formés en botanique, d'avoir un outil qui leur permet d'identifier les espèces sur leur terrain. Voilà. Ça leur permettait aussi de mobiliser les citoyens dans la collecte de données, parce que du coup, ce n'était pas que les gestionnaires qui pouvaient participer, mais aussi tous les visiteurs de leur site. Et voilà, globalement, c'était aussi un processus qui leur semblait reproductif sur d'autres réserves. Donc voilà, donc après, ça permet d'avoir de nouvelles possibilités par rapport au carnet en ligne, où c'est l'outil qui est de gestion des données une fois que les données sont saisies via PlanteNet. Et voilà, pour que les données soient aussi gérables par un gestionnaire a posteriori en dehors de l'application mobile. Voilà, une validation externe des données du carnet en ligne, intégration des infos de validation. Donc tout ça, c'est pour pouvoir profiter du processus de la donnée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en saisissant dans PlanteNet, vous en profitez aussi. Et voilà. Et du coup, les deux c'est juste pour vous dire que tous les outils sont connectés, donc il y a aucun souci par rapport à cet usage-là. Donc, ils étaient plutôt contents de leur expérience sur PlanteNet. Et puis après, sur l'Observatoire des saisons plus particulièrement, donc je vous donne l'exemple de Nature en Occitanie, donc une association que vous connaissez très certainement, qui vise à améliorer les connaissances sur la biodiversité, sensibiliser tous les publics à la protection de la nature, gérer des espaces naturels. Donc, ils ont aussi des gestionnaires dans leur association, si je ne me trompe pas. Ouais. Et ils veillent aussi à ce que les aménagements du territoire se fassent en conformité avec les lois environnementales. Et sur l'Observatoire des saisons, donc c'est une association qui relaie ce programme dans le cadre de Sentinelle du climat. Du coup, pour vous donner un exemple, l'année dernière, ils ont créé des ressources pédagogiques ou utilisé des ressources pédagogiques de l'Observatoire des saisons dans 3 modules d'une demi-journée à chaque fois, pédagogiques qu'ils ont fait auprès d'élèves de cycle 3, et de manière à aborder 3 notions, hein, le climat, la saisonnalité et la phénologie. Donc, ils avaient, avec les élèves, choisi un arbre totem dans leur cours de récré pour suivre le cycle des saisons de cet arbre-là. Ils avaient 3 classes pilotes en 2022 et 2023 à Toulouse, à Font-Beaux-Arts et à Labarthe-sur-Lèze. Et donc, du coup, ils sont allés jusqu'à la saisie en ligne des données avec les élèves et aussi à la création de livrets photographiques. Donc, je ne peux pas en parler aussi bien qu'eux, mais en tout cas, je vous relate un peu de ce qu'ils m'ont partagé. Et puis, on a aussi, alors là, c'était pour l'Observatoire des saisons, mais on a aussi la Fédération des réserves naturelles catalanes. Audrey, pardon.
Oui, il faut que Excuse-moi. j'écourte. Il faudrait juste Pardon. bientôt conclure pour que Esther elle Ouais, puisse présenter et on reprendra ensuite, d'accord. qu'on puisse laisser un petit peu un temps de questions aussi Très suite bien. à sa présentation. Ok. Merci Bon, Audrey. voilà, juste les réserves catalanes, donc plusieurs réserves, et eux, en fait, relaient plusieurs programmes que vous pouvez voir affichés sur l'écran ici. Et voilà, du coup, j'ai mis aussi par programme quelle réserve relaie quoi. Voilà, Ah, désolée, j'aurais dû rien dire, il restait 30 secondes, en fait, pas de même pas, souci. et du coup, c'était Non, mais je comprends, désolée, c'était un peu pile poil dense. en termes de timing. Non, mais parce que du coup, c'est vrai que j'ai sollicité le CPI du bassin de Thau un peu tardivement aussi. Je Ils ont eu comprends, l'amabilité d'accepter au dernier pas moment de aussi problème. de participer. Et vu que Esther doit nous quitter, je voudrais pouvoir lui laisser un temps de parole aussi, sachant que voilà, en suivant, on peut ensuite continuer à discuter et approfondir sur ce que tu viens de présenter, hein, qui était Très bien. super intéressant. Par contre, voilà, je vous propose qu'on fasse le temps de questions par rapport à la présentation de Audrey sur l'Observatoire des saisons et les sciences participatives en général. Après, du coup, on fera un temps de questions globales et commun, si ça vous convient. Et Lucie nous rejoint. On a une participante supplémentaire qui arrive. Super. Esther, du coup, je te laisse partager ton écran. Oui, On n'a pas testé ce matin, mais ouais, ouais. Ça doit marcher. il y a une petite flèche verte en bas. Vous le, vous le Parfait. voyez? Oui, très bien. Donc, on enchaîne Peut-être après les sentinelles du climat, les sentinelles de la mer. C'est une transition je peux mettre dans le diapo. parfaite. C'est juste pas en mode diapo. Là, vous le voyez en mode diapo? Non. Non. Parce que je suis en double écran, alors. Après, on voit bien quand même, hein, peut-être que ça peut suffire. Attends. Vous pouvez le laisser, sinon en mode comme ça, c'était quand même assez lisible. Je ne sais pas ce qu'en pensent les participants. Voilà. Comme ça va? Oui, ça va. Bon, alors, de toute façon, c'est vrai que voilà, on a été prévenu un petit peu tardivement de la participation ce matin. Donc, pour être tout à fait honnête, c'est un PowerPoint voilà, qu'on avait utilisé à une autre occasion et plutôt pour présenter la structuration d'un réseau de sciences participatives à une échelle régionale. Donc, il y a peut-être des diapos voilà, qui ont peu d'intérêt par rapport à l'objectif de discussion et d'échange de ce matin. Donc, je vais essayer de passer rapidement, justement pour laisser la place aux questions et peut-être plutôt répondre à vos interrogations et voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas d'actualité pour cette présentation. Donc là, j'avais vraiment ciblé comment en fait s'est construit le réseau Sentinelle de la mer Occitanie, pour quels objectifs, avec quel public et quelle gouvernance et quels outils. Voilà, on verra les points qui vous intéressent le plus ou le moins. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, donc le CPE, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du bassin de Thau. Donc, on est une association d'éducation à l'environnement et au développement durable. Et on fait donc partie de ce réseau CPE avec une union nationale. Il y a à peu près 80 CPE en France. La particularité du bassin Thau, dès notre création en fait en 2006, c'est qu'on est constitué toujours en réseau. Donc, en fait, il y a l'équipe CPE Bassin de Thau, mais quand on dit réseau CPE Bassin de Thau, ça regroupe aussi aujourd'hui une vingtaine de structures membres, donc c'est-à-dire d'autres associations d'éducation à l'environnement, mais aussi des socioprofessionnels comme les prud'hommies de pêche, le comité régional conchilicole, le comité régional des pêches également, des agriculteurs. Donc, et c'est ensemble qu'on initie des programmes d'éducation à l'environnement et au développement durable. Parmi ces structures, on a l'association Peau Bleue, qui fait des suivis d'éco-volontariat en plongée un peu partout dans le monde et qui donc, en intégrant le réseau CPIE, a aussi amené cette compétence et ce programme Hippothau de suivi participatif des hippocampes qui sont présents dans la lagune de Thau. Donc, on va dire, dès la constitution du CPE en 2006, on avait déjà cet aspect sciences participatives à travers les actions de Peau Bleue.
Et puis, on a eu un partenariat avec l'Agence de l'eau et le CPE Côte Provençale en 2014-2015 pour animer l'Observatoire citoyen MEDOPS, où là, on initiait des actions auprès de la communauté des plongeurs et des pêcheurs loisirs pour recueillir leurs observations. Et puis, on a aussi été en partenariat avec Planète Mer pour animer en Occitanie le programme Biolithe, donc les observateurs du littoral, notamment sur les saisons de la mer et les menaces. Ce qui fait qu'en fait, en 2015, l'équipe CPIE, donc CPIE et ses membres, on s'est retrouvés à animer à la fois des suivis participatifs sur l'hippocampe, des suivis participatifs sur les laisses de mer, d'animer cette communauté de plongeurs et pêcheurs loisirs. Ça, c'était nos actions, j'allais dire, au quotidien à l'année. Et puis, on savait évidemment qu'il existait d'autres programmes de sciences participatives sur la mer et le littoral, comme les actions de Belle Planète, de Biops, etc. Et on s'est rendu compte, en étant face finalement à ce grand public, que tout le monde était un petit peu perdu face à cette multitude de programmes qui existaient sur la mer et le littoral, que c'était un petit peu nébuleux finalement ce paysage des sciences participatives pour le citoyen, qu'il y avait aussi peu d'échanges entre ces structures qui se connaissaient pas ou peu et qui en tout cas ne travaillaient pas ensemble, bien qu'étant sur le même, on va dire, le même écosystème, le même milieu. Puis il y avait aussi un millefeuille de réseau qui était en train de se créer, que ce soit au niveau local ou même au niveau national. Et puis on a eu une demande de la région qui nous finançait à l'époque sur le projet Hippoto, justement de dire ce serait quand même bien d'optimiser tous ces suivis, qu'on y voit un petit peu plus clair et qu'on sache qui fait quoi. Donc c'est vraiment à partir de ce constat en 2015 qu'on s'est dit il y a vraiment besoin de créer un réseau d'acteurs qui travaillent en sciences participatives sur la mer et le littoral. Et c'est comme ça qu'est né ce réseau Sentinelle de la mer Occitanie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CPIE n'a pas créé de nouveaux programmes. Nous, on ne collecte pas, en tout cas à l'époque, on ne collectait pas de données. C'était vraiment une mise en réseau, une fédération de ces acteurs. Donc, deux grands objectifs. Donc, ce que je disais, d'une part, fédérer la communauté des porteurs de programmes de sciences participatives, donc c'est-à-dire ces autres structures qui portaient leurs propres programmes, et déjà créer cette interconnaissance entre elles et cette volonté de travailler ensemble dans une optique de faciliter l'animation et de mutualiser les outils. Le réseau Sentinelle, le premier objectif, c'était de servir d'appui au programme existant. J'ai mis entre guillemets ce mot vitrine. Si vous connaissez le site internet, c'est vraiment l'objet, c'est de guider, de montrer en fait la multitude de programmes qui existent aujourd'hui en sciences participatives sur la mer et le littoral et d'essayer de guider au mieux l'observateur dans un choix de programme. Ce qui a été important aussi dès le départ dans la création du réseau Sentinelle, c'était dès le départ, en fait, on a impliqué les gestionnaires du littoral, donc gestionnaires d'AMP, réserves, syndicats mixtes, et les scientifiques et nos partenaires institutionnels dans le comité de pilotage du réseau Sentinelle, pour tout de suite avoir cette idée de pouvoir répondre aux politiques publiques. Parce que finalement, il y avait certaines des structures du réseau qui avaient créé leur propre programme de sciences participatives avec leur propre protocole. Et il n'y avait pas toujours un objectif. C'était amélioration des connaissances, mais il n'y avait pas toujours un partenariat ni scientifique, ni de gestion derrière. Et pour nous, le réseau Sentinelle, il devait accompagner aussi, et c'est toujours l'objectif, accompagner ces structures dans une utilisation de la donnée en lien soit avec des enjeux scientifiques, soit avec des enjeux de gestion. Donc valoriser finalement cette donnée qui était observée, et puis fédérer, comme je disais, une communauté d'acteurs impliqués dans la préservation des milieux marins et littoraux. Ça, c'est le premier volet, donc au côté technique partenaire. Et puis évidemment, l'autre grand objectif, c'était de fédérer cette communauté d'observateurs sur le littoral à l'échelle de l'Occitanie,
donc pour qu'ils se sentent impliqués en fait dans des actions concrètes d'amélioration des connaissances en vue d'amélioration des connaissances scientifiques ou de gestion. Et évidemment, ça a été dit par avant, l'autre intérêt de la science participative, c'est évidemment de sensibiliser le public à la préservation du milieu et de lui apporter de la connaissance et de diffuser des messages de bonne pratique. C'est pour ça aussi que c'était super important de travailler directement avec les gestionnaires de milieu pour qu'on... Je veux dire, ce n'est pas nous qui allons inventer les messages. On diffusait les bonnes pratiques en fonction du lieu d'observation. On a relayé tous les messages de bonnes pratiques du parc naturel marin du Golfe du Lion, de la réserve, des zones Natura 2000, etc. Donc au final, le réseau Sentinelle de la mer, il permet de fédérer un large nombre d'acteurs. On en a déjà parlé, je ne reviens pas en détail, mais il y a donc ces porteurs de programmes, ces structures membres du réseau qui portent leur propre programme de sciences participatives. On a aussi identifié les structures relais. Alors pour nous, une structure relais, c'est une structure d'éducation à l'environnement qui ne porte pas elle-même de programme, mais qui par contre va les animer sur son territoire. Et ça, c'était un aspect super important pour nous. Donc, on a eu beaucoup de formation en fait, de ces structures relais pour qu'elles puissent vraiment comprendre les protocoles qui étaient proposés par les porteurs de programmes et les animer sur son territoire. Et la science participative, elle devenait ainsi pour nous un outil pour proposer quelque chose de différent au cours d'une animation nature classique, entre guillemets, qu'on peut mener par ailleurs tout au long de l'année avec différents publics. Donc, l'outil science participative, il peut être intéressant pour des structures d'éducation à l'environnement, pour amener un outil différent, une approche différente, une implication différente des publics qu'ils ont en animation. Donc, évidemment, il y a les sentinelles, donc ce sont les citoyens qui s'impliquent dans l'observation, dans le recueil de ces observations. Et puis, je l'ai dit, donc on a travaillé vraiment main dans la main avec les collectivités, nos partenaires institutions publiques, les gestionnaires et les scientifiques. Je passe rapidement, peut-être il y aura des questions par la suite. Alors pareil, sur la structuration, je crois que Julie, tu me demandais peut-être de passer rapidement. Oui. De toute façon, je crois que ça reprend un petit peu. Donc, je vous disais, quand on a fait ce constat en 2015 d'un besoin de fédérer ces acteurs et d'animer un petit peu cette communauté, en tout cas sur le littoral, on a quand même fait il y a eu aussi une phase de diagnostic sur les programmes qui existaient à l'époque sur la mer et le littoral. Les partenaires ont été contactés, on leur a proposé de faire partie du réseau. Enfin, il y a eu toute une... Enfin, je veux dire, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Il y a eu toute une phase de diagnostic auprès de ces acteurs. Et puis, le premier copil de structuration tout début 2016, je vous le disais, dès le départ, il y a eu l'implication de ces partenaires, donc la région, le syndicat mixte du bassin de Thau, le parc naturel marin du Golfe du Lion, le Seine, le Ciel à l'époque, l'agence des AMP, pareil, pas encore l'OFB, et puis les structures EDD de notre territoire qui travaillent déjà sur ces thématiques. Et donc, on a échangé sur des critères de sélection, c'est-à-dire quelle structure et quel programme pourrait faire partie du réseau Sentinelle de la mer Occitanie. Et on a rédigé 2 documents structurants, une charte sur les valeurs partagées du réseau et une convention où là, la convention, on la signe avec les porteurs de programme puisqu'il y a des engagements plus particuliers pour eux qui font partie du réseau. Et puis, on a aussi mis en place un comité technique, justement avec les porteurs qui souhaitaient adhérer au réseau, pour vraiment définir ensemble comment on allait animer en fait ce réseau tout au long de l'année et quels étaient leurs besoins. Donc, on a dès le départ mis en place des groupes de travail thématiques où on essaye de répondre à des besoins assez techniques de la part des structures porteuses de programmes de sciences participatives. Justement, là, les premiers, c'était sur comment organiser une plongée participative au niveau très réglementaire, quels outils on peut mettre en place pour valoriser le réseau, l'usage des données participatives, etc.
Et on a aussi fait le choix de créer un festival annuel régional, donc le festival Tous Sentinelles, qui regroupe chaque année l'ensemble de ses partenaires autour d'un week-end. On va avoir une journée institutionnelle avec les partenaires et un week-end où on mobilise les citoyens et on met en avant tous ces différents programmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dès le départ, en 2016, on a fait le lien en fait avec le MNHN. C'était à l'époque la création du collectif Vigimer. On avait proposé même de devenir Vigimer Occitanie pour garder cette cohérence nationale, régionale. Bon, à l'époque, ça ne s'était pas fait. Il n'y avait pas une... voilà, c'était pas encore assez organisé, je pense, à l'échelle nationale, mais en tout cas, il y a des liens qui sont faits aujourd'hui avec le collectif et les réseaux régionaux pour garder cette cohérence aussi dans, on va dire, dans ce paysage de sciences participatives à l'échelle nationale. Je passe. Donc là, bon, gouvernance assez classique avec comité de pilotage et comité technique, j'en ai parlé. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'au niveau des critères de sélection, finalement, c'était un choix du comité de pilotage et des partenaires présents. C'est c'était très peu restrictif en fait pour participer pour devenir membre du réseau Sentinelle Occitanie. Par contre, il y avait une obligation de transmission des données à une instance nationale, donc l'INPN. Audrey en a parlé tout à l'heure, pour nous, c'est aussi un critère important pour qu'il n'y ait pas une perte de données, que tout soit remonté à cette échelle nationale et de compilation de la donnée. Et puis, à l'inverse, pour essayer de continuer à motiver le citoyen et à continuer cette animation citoyenne locale, qui est aussi un retour de l'observateur de la part du porteur de programme auprès de ses contributeurs. Ça, on sait que c'est important pour maintenir justement cette envie, cette mobilisation des citoyens à participer à ces programmes. Donc voilà les deux critères de sélection qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une quinzaine de structures porteurs. Il y a 20 programmes qui sont relayés. Donc, je vous invite à aller voir sur le site Sentinelle de la mer Occitanie. On a fait le choix de les ranger, j'allais dire, c'est pas très beau, mais de guider en fait l'observateur en fonction de son lieu d'observation. Donc, soit vous êtes sous l'eau, soit vous êtes sur l'eau, soit vous êtes sur le littoral. On s'est dit que ça, c'était quand même assez simple à savoir où on est au moment de l'observation. Et ensuite, ça vous amène à des fiches programmes, un petit peu comme l'a fait Tela Botanica, où on explique l'objectif du programme, le protocole, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, pour que les observateurs puissent être en autonomie pour la collecte de données. Et aussi, à l'inverse, savoir, une fois qu'ils ont observé quelque chose, dans quelle base de données ils peuvent justement entrer la donnée. Parce que, encore une fois, nous, CPIE, il n'y a pas de base de données de recueil d'observation au sein du réseau Sentinelle de la mer Occitanie. Aujourd'hui, on redirige vers les sites de nos structures membres et ce sont elles qui collectent la donnée. Voilà, donc après, nous, on a vraiment un rôle d'animateur de réseau. C'est peut-être un petit peu différent de ce qu'on a entendu précédemment, dans le sens où, voilà, encore une fois, nous, on n'anime pas de programme, on anime un réseau de partenaires autour de la science participative et de la protection du milieu marin. Donc, on a toute une vie de réseau, d'animation, avec, je disais, ces groupes de travail, de la communication, de la conception d'outils à la fois de communication et d'outils pédagogiques pour venir répondre à des besoins de certains programmes. Par exemple, on a créé une bâche sur la laisse de mer pour venir compléter l'animation biolithe. On a des temps de formation, je le disais, donc les porteurs viennent former d'autres structures porteuses ou des structures relais pour que les programmes soient ensuite animés aux échelles locales. On participe à des événements locaux, Escale à 7, Fête de l'Océan, et on anime donc notre festival Tous Sentinelles chaque année. On envoie des newsletters et on anime ces porteurs à travers des groupes de travail.
essaye d'aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais au niveau des outils, il y a eu un gros travail quand même dès 2017-2018 de création d'outils, à la fois outils pédagogiques et outils de communication pour valoriser le réseau et valoriser ces programmes. Pour nous, c'était vraiment le rôle du CPE Bassin Taux de mettre en avant ces programmes et d'animer ces communautés d'acteurs. Donc j'imagine que vous aurez les présentations. Donc voilà le site internet, comment ça se présente une fois qu'on a choisi sur l'eau, sous l'eau. On arrive justement à ces fiches programmes avec un petit peu la fiche synthèse qui explique comment, qui est la structure porteuse, à quelle échelle, comment se passe l'observation de la donnée, etc. Et ensuite, on a créé tout un panel, voilà, je disais, d'outils. Donc, on a un village sentinelle, un stand qu'on déploie à l'occasion de diverses manifestations avec un livret-jeu. On a des guides qui font des productions, en fait, suite aux groupes de travail qui sont menés tout au long de l'année. On a les newsletters. Et puis, ce qui est intéressant aussi, sur le site internet, vous verrez, on a créé il y a quelques années une carte interactive des résultats, parce que c'était aussi toujours la question de nos partenaires institutionnels. Ouais, ok, donc ouais, mais quels résultats en fait vous arrivez à obtenir grâce à ces données citoyennes? Eh ben, on arrive quand même à en obtenir sur parfois des échelles de temps qui sont assez longues. Et je pense que c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut faire directement un retour à l'observateur en disant c'était super, merci, grâce à vous, voilà, on a observé tel et tel animal. Mais après, pour que ce soit analysé et restitué au niveau scientifique ou même dans un plan de gestion, finalement, ça prend du temps. Et voilà, il faut l'expliquer, ça, en fait, que ces données, voilà, par exemple sur Biolique et l'Est de mer, il faut beaucoup de données et beaucoup d'années pour ensuite arriver à sortir des tendances et sortir des résultats scientifiques. Et malgré tout, cette carte que je vous invite à aller voir, qui est disponible sur le site, ça permet... Et puis, pardon, je reviens en arrière. Nous, notre difficulté au sein du réseau Sentinelle de la mer, c'est que chaque programme a un protocole différent sur une espèce ou un taxon d'espèces qui est très différente. Donc, c'est difficile de créer de mettre en avant un résultat du réseau Sentinelle de la mer, parce qu'il y en a, ils observent les hippocampes, l'autre, les oiseaux marins, les laisses de mer, les déchets. Donc, on ne peut pas tout agréger, c'est pas possible. Donc, sur cette carte, ça permet de voir, en fait, grâce à ces données citoyennes qui ont été collectées à travers ces programmes, quels résultats, soit scientifiques, soit de gestion, ont pu être obtenus avec souvent voilà, la participation de labos de recherche, de gestionnaires, notamment sur les publications scientifiques, ou l'utilisation des données par des bureaux d'études ou par des partenaires institutionnels dans le cadre de plans de gestion. Donc ça, je crois qu'on l'a mis en place en 2020. Donc c'est assez récent, mais c'était un outil qui a été bien apprécié par nos partenaires pour justement valoriser les résultats de cette observation citoyenne. Et là, vous voyez quelques photos des festivals Tous Sentinelles des années passées, où on essaye vraiment d'avoir donc une journée institutionnelle à laquelle d'ailleurs je vous invite à participer cette année, où on va vraiment réfléchir autour de les sciences participatives sur la mer et le littoral et la mobilisation citoyenne avec des tables rondes. Et puis le week-end qui suit, on a des animations grand public pour justement valoriser l'ensemble de ces programmes et de ce réseau. Donc là, le prochain festival, il aura lieu tout début septembre. On s'associe en fait à Port-Iragne avec le Festival du Vent. Donc tout le week-end, on sera sur Port-Iragne avec le village Sentinelle. Et la journée institutionnelle, ce sera le 8 septembre à 7. On est accueillis à la station Ifremer. Ce qui est intéressant, alors, à l'époque, on m'a demandé voilà, les points de vigilance dans la structuration finalement d'un tel réseau de sciences participatives à cette échelle régionale. Évidemment, ce qui est important, c'est l'appropriation du réseau par les membres, c'est-à-dire que et ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est normal parce que c'est comme chaque réseau, il faut du temps, il faut de l'interconnaissance, il faut de la confiance.
Et voilà, le réseau Sentinelle, il a la première année, c'est 2017. Voilà, c'est pas un réseau qui a des dizaines d'années non plus. Donc, mais on voit qu'aujourd'hui, les structures, elles se connaissent entre elles savent ce que chacun fait ou ce que chacun observe durant ses sorties, et ils sont prêts maintenant à mutualiser des outils, à se partager même parfois de la donnée pour optimiser leur observatoire. Et évidemment, dans les points de vigilance, il y a le côté financier, parce que l'animation d'un réseau, ça a un coût, c'est du temps. Et ça, il faut qu'on arrive à le défendre auprès de nos partenaires financiers pour montrer tous les avantages aussi qu'apporte la structuration en réseau pour continuer à avoir un soutien financier et continuer à pouvoir l'animer. Et dans les forces, et là c'est c'est tout à fait récent, finalement, au bout de quelques années d'animation de ce réseau Sentinelle de la mer, on a pu tous s'asseoir autour d'une même table et finalement créer, avec les structures membres du réseau, co-créer un programme sur les espèces non indigènes marines présentes en Occitanie, donc qu'on a appelé le réseau Alien Occitanie, puisqu'il y avait déjà un réseau alien en Corse avec lequel on a des liens, donc on voulait garder cette unité de nom par rapport à cette thématique sur les espèces non indigènes marines. Et ça, c'est vraiment une création du réseau Sentinelle de la mer Occitanie, pour vous dire que finalement, au bout de quelques années et avec ces temps de travail en commun, cette interconnaissance, on a pu, avec plusieurs structures porteuses du réseau, vraiment créer, j'allais dire, un nouveau programme de sciences participatives, alors qu'au départ, c'était pas le rôle, c'était pas l'objet du CPE de créer un nouveau programme, mais là, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin d'amélioration des connaissances sur les ENI dans le cadre de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Il y a un descripteur sur cette thématique et où ils ont un besoin de connaissances complémentaires par rapport au suivi expert qu'ils peuvent faire à côté. Et donc, avec ce réseau Alien, on a pu créer différents protocoles de sciences participatives. Donc, on a appliqué les plaisanciers, les plongeurs bénévoles, les pêcheurs de loisirs, tout ça animé par des structures d'éducation et environnement sur le territoire d'Occitanie. Donc, depuis 2021, on a des actions qui se déroulent dans ce cadre de ce réseau Alien. Ça se clôture cette année en 2023. Mais j'espère qu'il y aura une suite, parce que c'est vraiment une belle réussite de partage entre les structures membres du réseau. Et là, on a directement les scientifiques et les gestionnaires qui se sont impliqués dans la création, dans l'initiation en fait des protocoles, et qui utilisent les données, j'allais dire, directement dans leurs besoins directs de gestion ou de scientifiques pour la DCSMM. Je crois qu'il me reste une diapo aussi pour vous dire. Donc, on a accompagné l'URCPIE Normandie. Donc, aujourd'hui, il y a un réseau Sentinelle de la mer Normandie qui est structuré, on va dire, un petit peu à l'image du réseau Occitanie, et qui anime sur son territoire des programmes également de sciences participatives. Et puis là, on est en cours d'accompagnement du Pays Basque. C'est pas à l'échelle régionale, mais c'est à se structurer aussi en réseau Sentinelle de la mer. J'arrête là, peut-être pour reprendre quelques questions, parce que je vais devoir partir. Alors, je vais arrêter le par. Et David y participe, il nous met toutes les ressources et même le lien pour les Sentinelles de la mer sur, Super. Oui. sur le chat. J'ai eu du mal à trouver la carte, mais c'était dans le résultat des programmes. Voilà. Oui, oui. Je vous facilite la vie. Super, merci. On enverra toutes les ressources qui sont dans le chat et la présentation en suivant après à l'ensemble des participants. Du coup, si vous voulez poser quelques questions à Esther, profitez de sa présence avant qu'elle doive nous quitter. Merci beaucoup Esther, en tout cas, pour cette présentation déjà. De rien. Et après, si ce n'est pas aujourd'hui, de toute façon, on reste disponible aussi. Alors, j'allais lui dire, l'idée de ces cafés aussi, c'est de faire se rencontrer les personnes qui sont intéressées par un même sujet, et puis voilà, d'échanger les coordonnées. Donc, si vous me le permettez, Audrey et Esther, je crois que déjà, vous étiez en copie du précédent mail avec le lien vers comment dire, la visio d'aujourd'hui.
Mais l'idée, c'est qu'effectivement, s'il y a des questions ou autres a posteriori, vous puissiez reprendre contact. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des remarques On met nos contacts respectifs. Si Emmanuel, tu es d'accord de l'afficher, ton adresse mail. Esther, pardon. Oui, de toute façon, c'est dans le PowerPoint. Tu l'enverras en PDF, Julie? Oui, je l'enverrai en PDF et puis j'enverrai aussi, je vous Je mettrai en copie avec l'ensemble des participants, donc vous aurez les peux adresses. le remettre là, hein, mais vous aurez l'adresse. Si tu es Voilà. contente de nous avoir rejoints, c'était intéressant? Oui, super, merci. Un petit peu la fin, mais c'est mieux que rien. On mettra le replay de toute façon de l'ensemble de la présentation sur le site internet de l'ARB comme d'habitude, hein, Lucie. David? Ouais, c'est pas une question, juste un commentaire. J'ai eu la chance de venir à la journée l'année dernière pour les Sentinelles de la mer et j'ai vu ce qui a été fait sur le littoral et le beau réseau finalement que vous avez créé. Je l'indique que sur l'Occitanie et notamment ici à Montpellier, il y a une démarche intéressante qui est menée par la Maison des sciences de l'Homme Sud, MSH Sud. Donc, je sais, la dernière réunion, le CPI Besanto était également présent, ce qui est très bien. Et en fait, l'intérêt, c'est autour du chantier littoral et on est plusieurs structures à participer à ces réunions pour essayer de co-coordonner les programmations faites de la science et même l'animation et l'événementiel tout au long de l'année. Et il y a des démarches en ce sens donc qui sont menées par le service Trait d'Union de Stéphanie Bost. Et c'est une belle initiative parce que ça permet de regrouper au fait tous les partenaires autour de la table et d'essayer de co-construire un réseau. C'est vrai que sur l'Occitanie, c'est peut-être un peu moins spontané qu'ailleurs. Donc voilà, c'est une belle occasion de tisser des liens et d'essayer de mettre justement en lien et de valoriser de part et d'autre en fait toutes ces initiatives, qu'elles soient sciences participatives ou temps d'animation et de festivals et autres. Donc voilà, je vous invite à rejoindre de vos mouvements. Enfin, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont déjà dedans, mais c'est une belle initiative de la MSH Sud. Voilà, c'était plus un témoignage. Merci, David. Bien. Pas de questions supplémentaires pour Esther ou même sur la première présentation, sur les sciences participatives en général. Est-ce que ça vous a apporté des réponses à vos interrogations? C'est très clair. Non. Merci, David. Non, c'est très bien, merci. Et notamment sur le site du coup du CPE, c'est vrai que c'est assez inspirant pour savoir comment retourner un petit peu des données aux personnes qui pourraient participer. Donc c'est une bonne source d'inspiration, je pense. Donc merci. Après, je vous ferai suivre l'invitation pour la journée du 8. C'est vrai que c'est très thématique mer littoral, donc c'est pas forcément les sujets de tout le monde, mais ça peut être intéressant. Voilà, si vous souhaitez y participer, hein, c'est pas ouvert au grand public, mais c'est ouvert à tous nos partenaires, voilà, collectivités, partenaires institutionnels qui veulent échanger sur ces sujets-là. Je vous laisse, du coup, je suis désolée. Oui, ça Ouais, marche. Merci et beaucoup, Esther, en merci tout cas, de beaucoup ta et présentation et de ta disponibilité. à bientôt. Bonne fin de Merci. journée. Au Au revoir. revoir. Du coup, Audrey, je t'ai coupé tout à l'heure. Est-ce que tu veux revenir sur certains petits points peut-être? Ou est-ce que on n'a pas eu de moment de questions par rapport à la présentation sur l'Observatoire des saisons, effectivement, et les sciences participatives, les aires protégées, là, donc la présentation d'Audrey. Bon, Lucie, tu l'as pas vue, donc ça va être un petit peu difficile, mais est-ce que Sylvain, Martin, Nicolas, David, vous avez des questions pour Audrey avant qu'on se quitte? Non, bah, c'est que c'était super clair, Audrey. Si, j'aurais une Ah, question, si, Sylvain, c'est possible, ouais. bien sûr.
En fait, ça serait par rapport au programme que vous avez pu présenter sur les sciences participatives, savoir si l'intérêt il est double, c'est de pouvoir s'inscrire dans une échelle plus nationale, mais après, est-ce que pour les gestionnaires, il y a des possibilités de récupérer la donnée et d'avoir une analyse locale, en fait, pour le site et pour après le valoriser en local pour aussi, parce que nous, ce qu'on y voit comme intérêt aussi de ces programmes-là, ça serait d'utiliser ces outils comme un outil d'ancrage et de fédérer un peu les locaux autour de ces questions-là. Mais du coup, j'imagine qu'il faudrait faire des restitutions locales aussi pour ces gens-là. Et donc voilà, Mm, mm. savoir si c'est possible. Ouais. Alors déjà, vu que toutes les données sont libres, elles sont aussi téléchargeables sur le site librement. Donc toutes les données sont analysables par tous ceux qui le souhaitent. Ensuite, par rapport à une analyse plus locale, donc c'est pour l'observatoire des saisons, c'est soit par exemple il y a une déclinaison territoriale comme ce qui se fait pour l'observatoire des saisons Occitanie, l'observatoire des saisons Provence avec un chercheur référent localement. Soit à ce compte-là, bah, du coup, c'est les outils qu'on a d'analyse en ligne, comme j'ai pu vous présenter tout à l'heure avec les graphiques, qui permettent d'avoir des cartes de répartition, par espèce, par année, et aussi des graphiques sur les stats phénologiques par espèce aussi. Ça peut déjà être des outils qui permettent d'analyser des choses localement. Mais voilà, après, enfin, ça se repose beaucoup sur les acteurs locaux aussi au niveau de l'analyse des données. À l'échelle nationale, on a les références scientifiques, mais sur le local, ça demande d'avoir une structuration territoriale pour avoir des chercheurs aussi qui soient impliqués sur l'analyse locale. Mais après, enfin voilà, ça ne veut pas dire que c'est que des chercheurs qui peuvent analyser. Il y a des outils qui sont là pour que ça puisse être aussi accessible par tous. Ok, ça marche, merci. Et je vous ai aussi mis dans le chat, on a aussi une invitation à vous faire. Du coup, le Festival Bas Savoir du 27 au 29 octobre 2023. Donc, ça se passera à Montpellier. Et là, pour le coup, bah, l'idée, c'est de présenter, d'échanger. Donc, c'est quelque chose qui est mené par Instant Science, les artivistes et la Botanica. Et l'idée, c'est de présenter différents programmes de sciences participatives, d'échanger dessus et de voir comment chacun peut les porter à son échelle. Tu mettras le lien du coup dans le chat, tu disais, Oui, je l'ai mis, ouais. tu l'as mis. Ouais. J'espère que j'arriverai à récupérer tout ce qui est dans le chat parce que avant je savais faire, mais maintenant c'est avec Zoom, je ne sais pas. Sinon, je reviendrai vers vous pour que vous me Normalement, redonniez les ça liens enregistre avant. automatiquement si le webinaire est enregistré. Bon, Ça parfait. fera un dossier avec tout dedans. Bon, ben, merci de me rassurer. C'est très bien. Eh ben, il est 10h27. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, ou remarques, je pense que nous allons pouvoir conclure ce café. Au mois de juillet et août, ce sera la pause estivale. Quand on voit le nombre de personnes au mois de juin, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une petite pause en juillet et août. Merci Audrey de t'être rendue disponible et pour cette présentation. Donc, on était peu nombreux, mais on va le mettre de toute façon sur notre site internet et on va le partager au plus grand nombre. Merci pour l'invitation. Voilà, on se retrouve ensuite en septembre. Ce sera autour du jour de la nuit, la thématique. Fin septembre. Donc, merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.